Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, votre animateur, et si vous êtes un auditeur assidu de l'émission, vous serez peut-être surpris de voir que celle-ci ne dure que une fraction de la durée des épisodes classiques. C'est parce que c'est un format que je voudrais tester avec vous. C'est un format de rattrapage qui est un remontage de l'émission classique sortie le mardi et que je compte publier, on va dire, le vendredi ou peut-être pendant le week-end, qui résume l'essentiel de ce qu'on dit dans l'émission. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les analyses qui sont un élément important de l'intérêt de l'émission à mon sens, mais pour ceux qui ont eu une semaine très chargée, qui ont été très, très occupés et qui seraient de plus en plus en retard sur l'importance de les choses les plus importantes du monde de la tech, eh ben ce format, je pense, peut rendre un vrai service. Donc je vous le propose en test cette semaine et je suis vraiment preneur de vos retours. Évidemment, tout le monde n'en aura pas l'utilité. Si vous écoutez l'épisode cette semaine, eh ben ça sera évidemment redondant, mais je me dis qu'il est assez intéressant de l'avoir dans le flux pour le cas où il peut être utile une semaine où vous avez été trop occupé. Et du coup, ça voudra dire que si vous n'en avez pas l'utilité, il arrivera à un moment où vous avez a priori déjà écouté l'épisode et donc il ne sera pas gênant. Si vous en avez l'utilité, eh bien il sera disponible le vendredi en fin de journée, pour le week-end, le lundi même, et vous pouvez l'écouter pour être à jour pour la semaine suivante, pour l'épisode de la semaine suivante, le mardi quand il est disponible. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous appréciez ou pas, venez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc., pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également le faire dans les notes de l'émission de cet épisode-ci, de l'épisode classique. Et j'attends vos retours, j'espère que ça vous plaira. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode complet. Ciao, ciao. Première chose, on va parler un petit peu Apple. Quand on veut sourire pour différentes raisons, c'est toujours vers Apple qu'on se dirige. Il semblerait qu'ils sont en train de repenser à l'idée de réunir tous leurs abonnements en même temps dans un seul abonnement, ce qui est logique, on en avait déjà entendu parler, mais si vous avez vu passer la news ici et là, la partie importante, c'est que les contrats pour Apple Music n'incluent pas la possibilité de regrouper tous sur un abonnement. Donc, a priori, c'est pas pour tout de suite quand même. Donc, moi, j'étais très content, et puis j'ai lu la fin de l'article et je me suis dit, oh, bon, tant pis. Oh. L'iPhone 12 serait encore plus probablement décalé au mois d'octobre plutôt qu'au mois de septembre pour son lancement. Et il y a une possibilité, possiblement avec iOS 14, d'enregistrer les appels directement pour certaines applications. Moi, ça m'a immédiatement fait penser à la possibilité, enfin, d'enregistrer des podcasts directement sur un iPhone, ce qui en ferait un studio parfait. C'est là qu'est allé ton esprit. Évidemment, attends, t'imagines, tu lances un FaceTime avec quelqu'un et tu cliques, boum, record, ne serait-ce que le son, hein, même pas la vidéo. Bien sûr. Allons pas jusque-là, mais pourquoi pas. Et ça y est, ça marche. Là, ouais, ce serait une réelle avancée. Il y a des solutions, surtout dans le monde Android, parce que il y a des choses un peu plus ouvertes, mais c'est nice to have. C'est pas révolutionnaire, mais oui, ça ferait plaisir. Le regroupement de tous les abonnements Apple, Apple TV, Apple Music, Apple News Plus aux États-Unis, et puis tout simplement iCloud et ces choses-là, c'est logique également. Je suis surpris que ça soit pas déjà arrivé en fait. Et justement, Elsa, toi qui connais bien les opérateurs que tu évoquais à l'instant, il semblerait que SFR et Bouygues aient exprimé l'envie de retarder le déploiement de la 5G en disant que on a d'autres préoccupations en ce moment, ce que je peux comprendre, que la 5G n'est pas forcément une priorité parce que la 4G fonctionne très bien et qu'on n'a pas forcément d'usage urgent pour la 5G. Je crois me souvenir en voyant tes tweets que t'es pas forcément d'accord avec cette vision. Est-ce que on pourrait pas se dire ça va, on a un peu de temps pour le déploiement de la 5G ?
Non, mais ils ont fait plus que oui, ça a été des appels assez vifs au gouvernement à repousser les enchères, parce que déjà les enchères, ça va coûter 2,17 milliards d'euros au bas mot, à diviser par 4, mais bon, il y a déjà des chèques de 350 millions d'euros à faire, ils n'ont pas trop envie de les faire, même s'il y a des échelonnements de paiement. Donc les arguments de SFR et Bouygues, qui en plus ont choisi Huawei et donc ils sont pas sûrs de pouvoir continuer avec Huawei pour au moins la moitié de leur réseau. Donc ils sont dans une situation qui est un peu compliquée par rapport à Orange et Free. C'est de dire, voilà, la 5G, on n'en a pas besoin, regardez, les gens ont peur, ils croient que ça transmet le Covid-19, ils brûlent des antennes. C'est effectivement ce qu'ils ont dit. Hein. Juste pour préciser, voilà. C'est pas toi qui en rajoute, c'est effectivement, ils ont dit, bon, le public comprend pas, il faut le temps de machin, ils ont pris ça comme argument. Non, j'en rajoute pas du tout, je donne les vrais arguments. Alors, dans les arguments du pour la 5G, et moi je suis assez à l'écoute de ces arguments, comme tu l'as remarqué, c'est de dire, mais voilà, la 5G, elle est là, elle est lancée en Chine, elle est lancée aux États-Unis, elle est lancée dans d'autres pays européens, et en téléphonie mobile, on sait d'expérience, toutes les infrastructures télécom d'ailleurs, que la fonction crée l'usage. C'est-à-dire que les applications 5G ne vont pas naître sans 5G, elles vont arriver avec l'infrastructure disponible. Dernière petite partie sur ce qui se passe chez nous, enfin chez les Français, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs. Il y a une nouvelle levée de cette proposition, enfin une nouvelle levée. On commence à reparler de la proposition assez ubuesque de contrôle d'accès à la pornographie au Parlement français, qui serait l'idée d'obliger les opérateurs de sites à contenu pornographique à contrôler très sévèrement l'âge des personnes qui accèdent à leur site. C'est une idée qui, en soi, on peut se dire pourquoi pas, surtout qu'il y a, d'après les spécialistes et les sociologues, des problèmes de perception de soi et de l'acte sexuel chez les jeunes qui sont, influencés par ce qu'ils voient et qui est tellement accessible et tellement facilement accessible sur le net. Mais le problème, c'est le problème de la mise en place, de comment on va faire pour mettre en place ce contrôle de l'âge, parce que sans rentrer dans les détails, on sait que c'est toujours très 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 compliqué à faire. Je vais laisser ça là pour le moment parce que on n'est pas dans des délibérations précises sur les modalités, mais on l'a vu dans les autres pays, c'est toujours très compliqué et la plupart de ceux qui s'y sont essayés, après des tentatives, limite démagogiques au niveau politique, on s'est aperçu au moment d'implémenter que c'était pas facile du tout et donc dans le cas de l'Angleterre notamment, ils ont laissé tomber simplement parce que ça veut dire on va demander aux gens de déclarer qu'ils veulent aller sur des sites à contenu pornographique et ça c'est quelque chose qui est évidemment pour la question de la protection de la vie privée en fonction des implémentations, mais c'est assez clair, c'est difficile à demander, quoi, je comprends tout à fait. La partie un petit peu moins drôle de l'émission, on a vu énormément de messages de nombreux acteurs de la tech qui disent « Ah, Black Lives Matter, c'est vraiment pas cool ce qui se passe en ce moment, nous soutenons les efforts qui visent à réduire les inégalités » et évidemment, de nombreuses personnes se sont gratté la tête une demi-seconde et ont dit « Vous soutenez, mais alors, est-ce que vous soutenez comment ?» C'est-à-dire que vous mettez un message sur votre page Twitter et après il y a quoi ? Parce que ça fait quand même un bon moment qu'on s'est rendu compte que les problèmes d'inégalité se sont vraiment fait jour dans cette industrie et on a vu qu'avec tous les rapports qu'ils émettent, ces géants de la tech, tous les ans, les choses ont très très peu évolué. On parle de moins d'1% de représentativité dans une bonne partie de ces géants de la tech. On a vu aussi des gens qui critiquent des sociétés comme Amazon notamment, qui fournit du matériel de reconnaissance faciale, alors qu'on sait que le matériel de reconnaissance faciale, les technologies sont biaisées pour tout un tas de raisons et biaisées en défaveur des personnes de couleur. Donc effectivement, on est en droit de se poser la question. Il y a, plutôt que de rester dans le négatif, quelques initiatives qui ont été intéressantes dans ce domaine. Alexis Ohanian, notamment, qui est l'un des fondateurs de Reddit, a annoncé qu'il démissionnait du board de Reddit et qu'il voulait laisser sa place à un candidat noir pour entrer au board de Reddit. Il a donné de l'argent, etc. Il y a des choses comme
Google Assistant et Siri qui répondent aux questions sur Black Lives Matter. On a des sociétés de jeux vidéo comme Activision, qui est pourtant pas connue pour comment dire, son activisme. Son activisme, merci, social, qui a fait des choses qui sont pas inintéressantes. Ils ont mis des panneaux avant chaque partie de jeu en ligne multijoueur, des panneaux disant Black Lives Matter et expliquant la chose. Alors, ça peut là encore sembler être une simple déclaration d'intention. Moi, je dirais, quand on met la chose devant les yeux de très nombreux joueurs, souvent jeunes, c'est un petit peu plus efficace que de mettre un message sur Twitter. En tout cas, ça amène l'attention et ça dit aux gens, les gens qui font ce jeu que vous aimez, ils sont ils soutiennent ce mouvement. Il y a un autre élément à cette conversation, la question du rôle des grandes sociétés de réseaux sociaux et donc de communication qui nous aident à parler au monde, et notamment Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et bien sûr, l'énorme 100-pound gorilla, Facebook. TikTok. TikTok, figure-toi que TikTok, les Américains, les enfants américains de 4 à 15 ans passent autant de temps sur TikTok que sur YouTube. Croissance de massif, 50%, c'est incroyable. Mais du coup, TikTok est aussi dans cette catégorie, sans doute. Mais on s'intéresse d'un petit peu plus près à Facebook, et du coup, je me retourne vers Elsa, parce que Facebook est la société qui a décidé de ne pas toucher aux propos du président Trump, spécifiquement. Snapchat a limité la portée des messages de Trump. Facebook a décidé de ne rien toucher. Mark Zuckerberg a décidé donc que ce n'était pas leur rôle de modifier ses communications. Comme je le disais, on en parlait beaucoup la semaine dernière. Je pense que jusqu'à il y a 2 semaines, l'idée se défendait. Je pense qu'elle est beaucoup plus critiquée aujourd'hui. Mais on a vu énormément de gens critiquer Mark Zuckerberg directement pour ce qu'ils considèrent comme de l'inaction. Elsa, est-ce que c'est de l'inaction ou est-ce que c'est de la sagesse ? C'est possible aussi, parce que c'est vraiment une boîte de Pandore. Je sais pas, là on est dans pas l'éditorial, mais l'opinion, quoi. Qu'est-ce que tu penses de son attitude ? Moi, je pense qu'il est juste dans une attitude prudente, en fait, parce que pour une fois qu'il se fait pas taper dessus par le gouvernement américain, il a fait suffisamment de bêtises au préalable. Il essaye de pas se mettre dans le débat, mais dans le débat, il va y être. Mais pour moi, ça a été une espèce de position de repli et de protection sur soi, en disant peut-être que si je bouge pas là-dessus, pour une fois, je vais pas me faire taper dessus. Je vois pas d'autre explication à part la crainte de mal faire et de se retrouver sous le coup d'une nouvelle loi ou de quelque chose, parce qu'ils ont quand même pas mal de choses qui leur pendonnaient, hein. Et puis en plus, ne pas être vu comme un média. On maîtrise pas nos contenus. C'est aussi tout le truc de Facebook. C'est très très américain et juridique comme position. C'est de dire, si on dit qu'on n'est pas responsable des contenus qui sont chez nous, on peut pas nous attaquer pour les contenus qui sont chez nous. Et donc on censure pas et chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas. Mais s'il voulait rester hors du débat, c'est raté, parce que pour le coup, on ne parle plus que de lui. En interne, il semblerait que ça soit un sujet de détresse fréquent chez des employés qui voudraient que Zuckerberg contrôle un petit peu plus activement les messages, notamment de Trump. Alors, on a parlé de tout ça, de la section 230, etc., dans l'épisode précédent. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez les détails techniques et légaux sur ce point. Mais quand je parle de boîte de Pandore, c'est certainement le cas, mais aussi il y a un cas tellement particulier avec Trump qui met de l'huile sur le feu, et qui n'arrête pas de mettre de l'huile sur le feu, que c'est difficile de rester dans la position dans laquelle est Zuckerberg. Disons que Zuckerberg a jamais eu envie de toucher à rien, tu vois ce que je veux dire. Et plus il parle, et moins il se passe quoi que ce soit dans l'ensemble. Non, il est dans une situation qui est intenable. Twitter a eu le même souci. On leur disait non mais attendez, si Donald Trump était un utilisateur lambda, vous auriez fermé son compte depuis bien longtemps. Et évidemment, ils étaient embêtés en disant oui mais bon, comprenez, c'est un peu, ça nous mettrait. Enfin bref, et ils ont trouvé la solution. Tu vois, en avertissant sur le contenu de certains posts, etc. Alors ça leur a valu une tempête, mais finalement qui n'a pas duré si longtemps que ça. Voilà, Trump a signé un executive order, machin, mais qui n'a absolument aucune portée légale.
légal. Enfin voilà, il a gesticulé et il est passé à la suite. Pendant ce temps-là, Facebook dit oui. Zuckerberg a parlé à ses employés en reprenant des posts de Trump et en disant oui, non mais là, c'est pas un appel au suprémacisme blanc. C'est pas. Enfin, il était dans une espèce de position d'excuse, alors qu'il sait bien quand même que tout ça est extrêmement inflammatoire et que, en tout cas, de manière évidente, ça fait plus partie du problème que de la solution. Et non, il n'a pas envie d'y toucher. Alors, je comprends qu'il y a un aspect de la question qui est très difficile à gérer, qui est de dire si on se met à émettre des jugements de valeur sur les intentions d'un poste, ça nous met à un moment dans une position d'éditeur. Et nous, on est une plateforme, on ne peut pas avoir la responsabilité d'un éditeur sur chacun des postes. Mais en même temps, je veux dire, ils ont de fait des brigades de modérateurs qui le font bien pour tout ce qui tient de la pornographie, de certains appels à la violence, du terrorisme et du reste. Donc pourquoi plus pas que ça, plus que ça, ils ont des algorithmes qui font de la sélection de ce que tu vas voir et de ce que tu ne vas pas voir. Il y a même, dans le cadre de Facebook, c'est ironique parce qu'ils sont beaucoup plus actifs chez Facebook, ou en tout cas ils l'étaient jusqu'à il y a quelques semaines, où c'était plutôt Twitter qui était du côté du laisser-faire. Du côté de Facebook, ils avaient des contenus qui étaient sciemment moins montrés et moins diffusés malgré leur popularité, parce qu'ils étaient jugés comme controversés ou inflammatoires. Je fais un anglicisme. Donc Facebook, d'une certaine manière, a déjà cette patte éditoriale pour contrer la désinformation et ce type de contenu. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tiens comme toujours à remercier du fond du cœur les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com/rdvtech. Sans eux, elle n'existerait tout simplement pas. Vous pouvez commenter l'épisode sur frenchspin.fr et me retrouver sur les réseaux. Je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous ces liens et ceux des formidables invités qui m'ont accompagné dans l'épisode sont dans les notes de l'émission. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!